Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Comment les États-nations modernes sont disruptés par Internet. Tout d'abord, je tiens à préciser que je vais décrire les disruptions qui attaquent les États-nations de la manière la plus objective possible. Ces disruptions peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur les États et le bien-être des populations. Je me contente de décrire ce qui se passe en évitant au maximum de faire des jugements moraux dans un sens ou dans l'autre. Premier socle disrupté, l'immobilisme des citoyens. Les États-nations modernes ont été créés avec un principe sous-jacent qui n'a jamais été vraiment pensé, parce qu'il était pendant la plus grande partie de l'histoire un acquis, l'immobilisme de leur population. En effet, jusqu'à une époque très récente, l'écrasante majorité de la population ne se déplaçait que très peu. Une personne avec des bagages circulant à pied marchait environ 75 à 100 km par semaine. Un voyageur à cheval, avec des bagages légers, pouvait effectuer 200 à 300 km par semaine lors de la bonne saison. L'hiver, les chemins étaient souvent impraticables. En diligence, vers 1760, le trajet Paris-Lyon se faisait en 5 ou 6 jours, sur l'une des meilleures routes de France. Aujourd'hui, il faut 2 heures en TGV. Paris-Marseille se faisait en 9 jours minimum, 3h10 en TGV. Paris-Strasbourg en 6 jours, 1h45 en TGV. Et Paris-Bordeaux en 8 jours, avec une partie de l'itinéraire sur un bateau, 2h10 en TGV. C'était la durée des voyages dans les meilleures conditions. L'écrasante majorité des gens étaient des paysans et attachés à leurs terres. Ainsi, aux États-Unis, 90% de la population travaillait dans ce secteur en 1790, contre 50% en 1870 et moins de 2% aujourd'hui. En 1856, alors que la révolution industrielle était déjà bien entamée, la moitié de la population travaillait encore dans l'agriculture en France et en Belgique. À cette époque, la plupart des paysans se rendaient peut-être une fois par an à la foire de la ville la plus proche, un voyage d'1 ou 2 jours au maximum. Cela avait de nombreuses implications. Les gouvernements savaient qu'il était difficile pour les gens de s'établir ailleurs, qu'ils étaient liés à la terre d'une manière ou d'une autre. Même si des conditions vraiment pénibles pouvaient les pousser à partir, il restait un énorme frein. Il fallait abandonner la plupart de ses biens et entreprendre un voyage long, éprouvant, dangereux et épuisant vers une destination inconnue où il n'avait aucune garantie de trouver de meilleures conditions de vie. Même les gens fortunés n'étaient pas forcément très mobiles, car une grande part de leur richesse était liée à de la terre, qu'il était difficile d'administrer à distance. Pour les entrepreneurs, pour faire du business dans un pays, il fallait vivre dans ce pays. Les employés de l'entreprise devaient absolument se trouver dans ce pays. Quasiment tous les clients de l'entreprise venaient du même pays. Bref, tout le monde ou presque subissait la tyrannie de l'endroit. Le lieu où vous viviez déterminait totalement ou presque totalement l'endroit où vous faisiez votre job ou votre business, avec qui vous travailliez, les lois qui vous régissaient, votre allégeance nationale particulière et le niveau d'impôt que vous deviez payer. Depuis, évidemment, les moyens de transport modernes ont rendu le monde bien plus accessible et les moyens de communication permettent aujourd'hui d'échanger des idées à la vitesse de la lumière, à l'échelle de la planète. C'est déjà très disruptif pour les États-nations, mais il y a une tendance récente dans l'histoire qui l'est encore plus. Le télétravail. La crise du Covid-19 a accéléré de nombreuses tendances dans l'utilisation des outils numériques et les changements sociétaux qu'ils entraînent. Le plus évident est le télétravail. Le nombre d'offres d'emploi proposant du travail à distance ou hybride s'est stabilisé mi-2023 à un volume 3 à 5 fois plus élevé qu'avant le Covid dans les 5 pays anglophones occidentaux. L'augmentation du nombre de personnes télétravaillant aux États-Unis avait augmenté de 1,5% entre 2013 et début 2020, juste avant la pandémie. L'augmentation entre le niveau de pré-pandémie et 2021-2022 s'élevait à 23% après que le pic lié au confinement était passé. Est-ce un effet temporaire dû au Covid et le télétravail va-t-il bientôt revenir à son niveau d'avant la pandémie ? Nous pouvons nous faire une idée en comparant avec le commerce en ligne, qui a connu un boost énorme aussi, par nécessité. Le e-commerce est aujourd'hui revenu à sa tendance pré-pandémie, alors que le travail à distance reste 5 fois plus élevé. 7,9% des 39 021 employés interrogés dans 34 pays déclarent en avril et mai 2023 travailler complètement à distance.
ils sont 25,6% à travailler à distance au moins partiellement. 25,7% des 19 248 employés interrogés en avril et mai 2023 ayant connu l'expérience du télétravail pendant la pandémie indiquent qu'ils aimeraient continuer à travailler complètement à distance après, la réponse majoritaire de loin. Viennent ensuite rarement ou jamais, 18,6%, travail à distance hybride, 55,6%, dont 1 à 2 jours par semaine, 10,2%, 2 jours par semaine, 18,9%, 3 jours par semaine, 17,1%, 4 jours par semaine, 9,4%. On voit donc qu'une fois qu'ils y ont goûté, la très grande majorité des gens préfèrent le travail à distance, au moins partiel. Cela inclut les talents très recherchés, pour lesquels les entreprises sont prêtes à se mettre en quatre. Elles sont obligées de s'accommoder à leurs désirs, car si elles ne le font pas, ce sont les entreprises qui le feront qui obtiendront les compétences de ces talents. Cela ouvre la boîte de Pandore pour tous les autres, qui pourront plus facilement demander à travailler à distance, au moins partiellement, ne serait-ce que par pression sociale. Si Michel a le droit de travailler à distance, pourquoi pas moi? Bref, le travail à distance est là pour rester. Or, quand on parle de télétravail et de la possibilité d'exercer un job complètement à distance, la plupart des gens pensent « Génial, je vais enfin pouvoir aller vivre à la campagne ou dans ce petit coin du pays qui me fait envie, au lieu de cette grande ville polluée. » C'est bien sûr déjà très disruptif en soi. Comme il y a moins de raisons de vivre en ville et d'y avoir de grands bureaux, cela va diminuer la valeur immobilière à la fois des bureaux et des résidences, rendre certains transports en commun démesurés par rapport aux nouveaux besoins, et également affecter le dynamisme des commerces urbains. Par exemple, on estimait début 2023 que San Francisco, l'une des villes les plus affectées par le travail à distance, avait plus de 2 millions de mètres carrés d'espace commercial vacant, que les travailleurs dépensaient en moyenne 3 567 $ de moins par an chacun pour le divertissement, la restauration et le shopping à proximité de leur lieu de travail, pour une perte de dépenses annuelles pour l'ensemble de la main-d'œuvre résidentielle de San Francisco qui pourrait atteindre 2,9 milliards de dollars. La principale raison citée étant une réduction de 34,7% de sa main-d'œuvre travaillant sur place. Mais la plupart des gens s'intéressant au phénomène ne prennent pas en compte un facteur profondément disruptif pour les États-nations. Si vous pouvez réaliser un travail complètement à distance, vous n'avez plus besoin d'être dans le pays où se trouvent vos clients ou votre employeur. Cela veut dire que les télétravailleurs peuvent librement choisir d'aller vivre où bon leur semble, parmi des centaines de juridictions différentes. Et même si vous devez rester proche du fuseau horaire où se situe votre entreprise, par exemple parce que vous faites de nombreuses réunions ou que vous devez passer des appels téléphoniques, cela vous ouvre d'immenses perspectives de choix. Si vous devez rester dans un fuseau horaire de plus ou moins 3 heures par rapport au pays de votre entreprise. Si votre entreprise est en France ou en Europe de l'Ouest, cela vous permet de choisir où vivre parmi 99 juridictions différentes, y compris en tant que citoyen européen, les 27 pays de l'Union européenne, pour lesquels la paperasse pour s'établir est minimale ou inexistante. Si votre entreprise est située sur la côte est des États-Unis ou du Canada, alors vous pouvez vivre dans 37 juridictions différentes, sans compter les juridictions internes que représentent les États américains, mexicains et brésiliens et les provinces canadiennes, 116. Si votre entreprise se trouve sur la côte ouest des États-Unis, alors vous pouvez vivre dans 12 juridictions. Cela varie en fonction de l'amplitude de fuseau horaire que vous êtes prêt à accepter et de l'endroit où vous vivez. Pour vous permettre de voir le nombre de pays que vous êtes libre de choisir, j'ai mis en place un site web sur la question. Allez sur https://olivier-roland.com/map. Imaginez pouvoir choisir entre des dizaines de juridictions différentes, non seulement pour leur qualité de vie, la langue que vous pouvez apprendre ou approfondir, mais aussi pour les impôts que vous allez payer. Imaginez que chaque personne qui travaille entièrement sur ordinateur n'a aujourd'hui aucune obligation d'être présente physiquement là où se trouve l'entreprise. Cela donne soudainement aux classes moyennes concernées la même flexibilité pour changer de juridiction que celle dont les plus riches profitent depuis des décennies. Quel niveau de perte pour les États-nations? Imaginez que seule une petite fraction de ces personnes décide de s'expatrier, notamment pour des pays où la vie est moins chère et les impôts plus cléments. Vous allez me dire, ok, mais pour pouvoir faire cela, il faut travailler complètement à distance. Et les gens qui travaillent complètement à distance représentent une minorité aujourd'hui. Donc ce n'est pas si disruptif que ça, n'est-ce pas?
Très bonne remarque. Voyez-vous, dans tous les pays, les segments les plus riches et les plus mobiles de la population contribuent de manière disproportionnée aux impôts. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.